Pas un jour ou presque sans entendre parler des migrants à la télévision ou dans les journaux. Ils sont devenus persona non grata en Europe et même en Afrique du Nord. L'Algérie a arrêté durant le week-end du 3 décembre plus de 1500 migrants subsahariens dans la capitale. Selon Le Monde Afrique, dans la nuit de vendredi à samedi, les forces de l'ordre ont demandé aux migrants de monter dans des bus destination un second camp non loin de Tamanrasset, à 2000 km de là, en plein Sahara. En France, à l'aube du 24 octobre dernier, les premiers cars ont quitté la jungle de Calais, direction l'un des 280 centres d'accueil et d'orientation répartis dans toutes les régions de France où les migrants vont pouvoir déposer une demande d'asile. Une procédure qui pourrait prendre des mois, sachant qu'en France on ne peut pas travailler tant qu'on n'est pas titulaire du statut de réfugié. Nous avons recueilli quelques témoignages de migrants en Algérie et d'autres en France. Pour mieux comprendre la situation, nous avons été voir avec la société civile, avec des représentants de l'État et des associations non gouvernementales qui essayent tant bien que mal d'aider ces réfugiés, soit dans leur démarche administrative ou même pour avoir juste un toit pour passer l'hiver. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Plus de 1500 migrants ont été arrêtés effectivement ces derniers jours. Des organisations de la société civile sont d'ailleurs vent debout. Le syndicat national autonome des personnels de l'administration dénonce même, je cite, la plus grande chasse à l'homme noire depuis l'indépendance. 1500 personnes subsahariennes interpellées. Les premières expulsions ont d'ailleurs commencé. Comment expliquer cette vague d'arrestations? Eh bien justement, pour le moment, on ne l'explique pas, mais il faut comprendre qu'il y a un contexte particulier. Les arrestations ont commencé jeudi dans l'après-midi. Le samedi soir précédent, il y a eu des violences dans le quartier de Del Ibrahim à Alger. Ces violences ont opposé les habitants du quartier aux migrants qui sont environ 150 à habiter dans un bâtiment inachevé, ce qu'on appelle ici une carcasse. Alors c'est d'abord une bagarre entre plusieurs migrants et plusieurs habitants qui a ensuite dégénéré. Il a fallu l'intervention de la gendarmerie qui a quadrillé le quartier pendant toute une semaine. Le lendemain des violences, le maire, responsable de ce quartier, est venu et a promis aux migrants une solution de relogement. Et il a dit à ce moment-là qu'il allait trouver une solution définitive. Voilà, ça c'est le dimanche. Et le jeudi soir, lorsque le maire revient, c'est en fait pour faire monter les migrants dans des bus et pour les emmener dans le camp où ont été emmenées toutes les autres personnes arrêtées dans la capitale. Ouais, en tout cas, ce n'est pas la première fois qu'il y a des violences importantes entre habitants et migrants, c'est même la 4e fois depuis le début de l'année. Effectivement, il y en a eu à Ouargla, puis à Béchar et enfin à Tamanrasset. À Ouargla, les migrants ont été mis dans des bus également et emmenés à Tamanrasset où ils ont été relâchés. Après les violences de Béchar, les forces de sécurité ont demandé aux migrants qui vivaient dans le bâtiment attaqué de quitter la ville et la plupart se sont dirigés au nord vers Oran. Et après les violences de Tamanrasset, il n'y a eu aucun déplacement significatif de migrants. Environ 500 Maliens ont regagné le Mali, mais les autorités algériennes affirment que c'est sur la base du volontariat. La police est venue nous dire que la population bécharoise a dit que on ne veut plus les camarades à Béchar parce qu'ils sont dans tous les faits les mauvaises choses entre eux. Donc, entre nous, quoi. J'ai laissé, j'ai abandonné où je dormais, ce que j'avais acheté. Je suis arrivé ici sans habit, rien. Parce que le jour-là, tu sortais, c'était sauf qui peut. Voilà, donc aujourd'hui, ce qui change,
c'est qu'effectivement, des sources sécuritaires et diplomatiques avaient prévenu qu'une expulsion était prévue et surtout que les arrestations ne concernent pas que le quartier où ont lieu les violences. Là, les forces de l'ordre ont ciblé des maisons où vivent des familles de migrants, des chantiers où ils travaillent et où vivent des groupes d'hommes, des quartiers où les migrants sont installés dans les garages. Et puis les arrestations ont eu lieu dans des quartiers très différents, à la fois à l'est et à l'ouest de la ville. C'est donc pas la même chose que ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, surtout parce que depuis ce matin, en fait, des migrants du premier convoi sont bloqués à la frontière avec le Niger et d'autres sont en ce moment près d'Arlit. De manière générale, les autorités algériennes communiquent moins que d'autres pays sur leurs décisions de politique interne, mais aussi extérieure. Mais là, il semble également que cette opération d'arrestation a été planifiée par le ministère de l'Intérieur avec l'aide du ministère de la Défense, qui est le supérieur en fait du corps de gendarmerie. Ces deux ministères communiquent d'habitude encore moins que les autres ministères. Et puis les autorités chargées de donner des explications aux ambassades, eh bien en fait ce sont les responsables du ministère des Affaires étrangères. Et là, eh bien ce ne sont pas eux qui ont organisé l'opération. Plus de 1500 personnes donc en cours d'expulsion en Algérie. Là où il y avait des maladies avec des toilettes, plus de 400 personnes, je ne sais pas, ou bien 300 personnes comme ça, je ne sais pas. Des toilettes, des enfants, des femmes, des autres zones de tentes, des autres zones de... Moi, je dors sur les cartons. Donc ça, on ne peut pas dire que c'est un centre d'accueil. Ça, c'est un centre de... C'est un centre de torture seulement. Et ça, c'est pas de l'accueil. J'ai jamais vu ça. C'est comme une petite prison pour moi, ça. Le problème, il n'est pas réglé. En fait, la mairie, le préfecture de Paris, il a fait l'Autriche avec les gens. Il les ramène dans un hôtel pour 8 jours. Ils ont dit c'est renouvelable. Mais en fait, c'est pas vrai. L'endemain, le propriétaire de l'hôtel, ils ont dit c'est fini. Lorsque le préfet de police et la maire de Paris ont annoncé à grand renfort de communication que pour raisons humanitaires, ils évacuaient le site de la Chapelle, déjà ça faisait 1 an que les pouvoirs publics ne s'étaient pas préoccupés de la situation de ces migrants qui étaient dans des situations de santé totalement indignes, et surtout ils les ont finalement éparpillés aux 4 coins de la région Île-de-France, et l'intégralité n'a pas du tout été mis sous protection d'un hébergement. Donc forcément, les migrants éparpillés, comme c'est très bien expliqué dans votre reportage, eh bien, se sont regroupés. Et donc, ils se sont regroupés à côté de la rue Pajol, dans la rue Pajol. Et donc, hier, les forces de l'ordre sont arrivées pour les évacuer, les expulser par la force. Et nous étions un certain nombre de militants, de soutiens, de citoyens, de riverains qui étaient là pour les soutenir, pour être solidaires. Et donc, pour empêcher que les actions violentes d'évacuation par la force se fassent, on a essayé donc
négocier avec les représentants du préfet en leur disant, écoutez, cette violence ne servira à rien, que la ville mette à disposition un lieu pour que les associations impliquées dans le droit d'asile, dans le droit des migrants, puissent effectuer une information sur les droits de ces migrants, que les choses puissent se passer de manière calme et sereine. Nous avons été témoins, alors que nous étions élus avec nos écharpes, de violences policières. C'est-à-dire que la police est arrivée en force pour essayer de briser la chaîne de solidarité. Moi, j'ai vu devant moi des policiers avec leurs matraques taper des militants, taper à terre des réfugiés qu'ils essayaient d'extraire les uns après les autres, on a tenu comme ça pendant 2h30 jusqu'à l'assaut final avec les gaz lacrymaux. Ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas de solution policière à ces questions liées aux migrations et à la présence de migrants sur notre sol, ça c'est une certitude, et que le recours à la force ne peut être que l'ultime recours quand on n'a pas trouvé d'autres solutions. Mais je ne vois pas très bien d'ailleurs en quoi on peut soutenir le fait de maintenir des gens dans la rue sur un site, que ce soit d'ailleurs le camp de la Chapelle. S'ils sont éligibles au droit d'asile, c'est le droit, ils doivent bénéficier d'un hébergement. Et c'est de la responsabilité des pouvoirs publics, quels qu'ils soient d'ailleurs. Et donc, là, il y a eu un problème, puisqu'effectivement, visiblement, on s'est retrouvé dans une situation où il y avait un certain nombre de personnes qui, soit de leur fait, parce que certains ne veulent pas rentrer dans le droit d'asile, ils se considèrent en transit dans notre pays. Et moi, j'ai été en contact aussi avec des associations qui jugent très sévèrement le comportement de certains militants, entre guillemets, qui croient faire le bien des gens, mais qui en réalité bloquent une situation et empêchent les solutions de médiation. Et moi, je dois le dire, je pense que la plupart des gens qui ont été évacués ont ensuite été, je dirais, sollicités sur la possibilité de remplir un dossier et donc d'aller vers un hébergement pérenne. Et c'est ça qui devrait nous mobiliser, qu'on soit élu, qu'on soit militant associatif, qu'on soit citoyen, et pas effectivement de faire de l'agitation. Pendant justement les opérations sur la rue Pajol, ce que nous demandions, c'est qu'ils puissent justement avoir un lieu pour que les personnes soient dans une situation digne et qu'elles puissent en confiance, en présence d'associations, pouvoir exposer leur situation. Or ça a été refusé, parce que l'objectif de la préfecture, c'était de les éparpiller aux quatre coins de la région de France. Et en fait de les rendre invisibles d'une certaine manière. Exactement. Moi je voudrais m'adresser à l'intelligence collective et donc dire d'abord que je pense que le gouvernement et la ville de Paris ne sont pas à la hauteur de l'idée qu'on peut se faire de la France et de Paris, à la fois sur le plan humain, sur le plan humanitaire. Je crois qu'il y a des façons de traiter les sujets qui... on les a laissés pourrir, les sujets. Parce que, donc, pas à la hauteur sur le plan humain et pas à la hauteur, d'ailleurs, sur le plan de la fermeté aussi. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui se passe? C'est aujourd'hui l'incapacité de ce gouvernement et de la ville de prévoir les choses. Sur le plan humain, je dis depuis très longtemps, il y a des associations qui s'en ont occupées, mais il manquait des sanitaires, il manquait de l'eau, il manquait de la nourriture, il y avait des risques d'épidémie. Donc, sur le plan humanitaire, on n'a pas été à la hauteur. Et puis, je voudrais dire quand même une chose, sur le plan de la fermeté, je crois qu'il est temps aujourd'hui que le gouvernement s'attaque aux criminels, c'est-à-dire aux passeurs, à celles et ceux qui se font du fric sur la misère humaine. Et je pose une autre question aussi, que fait le gouvernement à l'échelle européenne pour demander l'harmonisation de la législation en matière de droit d'asile, de raccourcir les délais de réponse afin d'éviter les campements. Soit vous bénéficiez du droit d'asile et vous restez sur le territoire national et après il y a une politique d'intégration, soit vous ne bénéficiez pas du droit d'asile et vous avez vocation à rentrer dans votre pays et c'est la politique qu'on attend du gouvernement et là il n'y a rien parce qu'il y a une impréparation totale. Oui. Je suis d'accord sur un point. Peut-être que le gouvernement a mis du temps à réagir par rapport à la situation qui se développait porte de la Chapelle. Place de la Chapelle. Place de la Chapelle. Oui. Je ne saurais pas expliquer précisément pourquoi il a fallu autant de temps pour que effectivement les pouvoirs publics réagissent. Néanmoins, aujourd'hui, il y a des décisions qui ont été prises. On dit oui, ils sont hébergés aux quatre coins de l'Île-de-France. Mais enfin, c'est un non-sens de parler comme ça. On les héberge là où il y a de la place. Ils ne sont pas hébergés aux quatre. Ils ont été envoyés éparpillés. Pardon, c'est encore mieux. Éparpillés, ça veut rien dire. Soit les gens sont hébergés, soit ils ne le sont pas. S'ils sont hébergés, ils ne sont pas éparpillés. Eh bien, et s'ils sont éparpillés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on les prend. Ça veut dire qu'on les prend et qu'on va les jeter dans un champ en Seine-et-Marne. C'est ça que vous dites? Bon, les Érythréens, je veux dire, ce sont des réfugiés politique. C'est une dictature. En fait, le problème, Érythrée. vous savez, les premiers aujourd'hui, ce sont les Syriens. Ensuite, ce sont les Érythréens et ensuite, ce sont les Soudanais. On ne peut pas les renvoyer. Ça fait des années qu'on ne les renvoie pas parce que ce serait les condamner. Une grande partie quand même de ces migrants sont des réfugiés politiques. On le disait, on a dit des Syriens, on a dit des Érythréens, on a dit des Somaliens. Il y a aussi des Libyens qui fuient aujourd'hui la guerre en Libye. Pourquoi l'État français ne les prend pas tout de suite en charge? Pourquoi on les laisse dans la rue, s'éparpiller? Il
n'y a pas de centre d'accueil? On n'a pas les moyens d'en ouvrir? D'abord, je crois qu'il faut prendre le problème dans sa globalité. Il y a le droit d'asile, donc je l'ai dit tout à l'heure, soit il est accordé. Il faut s'attaquer aux racines du mal plutôt que de se retrouver dans 3 ou 4 ans à avoir le même débat. La racine du mal, il y en a plusieurs. Une des racines, c'est le délai trop long de réponse. Il faut des délais beaucoup plus courts. Sur le délai, alors là on va passer avec la réforme. Pour les gens, on va passer de 2 ans à 9 mois. Mais qu'est-ce qu'on fait entre le moment où ils arrivent sur le sol français et ces 9 mois? Ils doivent être hébergés. Oui, mais on dit ils doivent être hébergés. Mais hébergés où? Obligation d'hébergement. Mais oui, mais il y a des lieux pour les héberger dans l'attente. Il faut des logements d'hébergement temporaire, le qui temps d'avoir une réponse, d'avoir une réponse. C'est l'humanité et la fermeté qui sont nécessaires en même temps. Je voudrais dire 2 autres points rapidement. Qu'a fait le gouvernement sur la remontée des filières, des réseaux et des mafias? Quelle est la politique qui est menée et quels sont les résultats qui sont obtenus? Malheureusement, pas grand-chose. Ça, c'est une deuxième racine du mal. Et puis, troisièmement, je propose 3 propositions. Au niveau européen, augmenter les moyens de Frontex. J'habite le 18e arrondissement et je viens pas juste avec une écharpe manifester 6 mois après les problèmes, vous voyez? Parce que les migrants, moi, je les ai rencontrés, j'ai discuté avec eux il y a quelques mois. J'ai soulevé le sujet avec un vœu et j'essaye de trouver des solutions pragmatiques parce que je pense aussi que dans nos quartiers, il y a des gens qui méritent la tranquillité publique, vous voyez, et qu'il y ait une vraie politique européenne et française de coopération. Qu'est-ce qu'on fait dans ces pays-là en matière d'école? Qu'est-ce qu'on fait en matière d'accès à l'eau, de liberté politique? La voix de la France doit être entendue pour porter cette politique de coopération qui doit se faire à l'échelle européenne dans les pays où il y a beaucoup de migrants qui viennent en Europe pour essayer que ces migrants ne viennent moins en Europe.